La pierre de Jacob. D'un côté, c'est un bloc de grès assez laid, et de l'autre, il a une importance symbolique et sacrée considérable. Dans la Bible, c'est sur cette pierre que Jacob le patriarche aurait posé la tête avant d'avoir une vision du ciel. Jacob voit une échelle dressée entre le royaume terrestre et le royaume des cieux, et des anges qui montent et descendent. Donc, cette pierre sur laquelle il dormait représente une porte entre la terre et le ciel où vivent les anges. Dans la Bible, Isaac, le fils d'Abraham, a deux fils, Ésaü et Jacob. Après avoir volé la bénédiction de son frère, Jacob s'enfuit et décide de faire une halte pour la nuit. Il trouve une pierre en guise d'oreiller, s'allonge et s'endort. Cette nuit-là, il rêve des anges et d'une échelle dressée vers le ciel. À son réveil, il se dit qu'il doit être dans un lieu divin, sacré. Il le décrit comme la porte du ciel. Il met la pierre en position verticale, donc c'est une pierre sacrée dressée. Jacob nomme le lieu Bethel, qui signifie la maison de Dieu. L'histoire de la pierre de Jacob est l'un des récits majeurs de l'Ancien Testament. Adrian Gilbert est fasciné, mais le Canadien lui réserve une autre surprise. D'après lui, la pierre ne serait pas restée en Israël. Elle aurait été transportée à travers le Moyen-Orient et l'Afrique, jusqu'en Europe. Aujourd'hui, elle se trouverait en plein cœur de la capitale britannique, dans le joyau gothique de Londres, l'abbaye de Westminster, sous la chaise du couronnement. Adrian Gilbert est sans voix. Comment était-ce possible ? Comment cette pierre sacrée pouvait-elle se retrouver en Angleterre? Cela ne pouvait pas être vrai. Il se rend à l'abbaye pour en avoir le cœur net. Au fond, se dit-il, il n'y a rien à perdre. Là, sous la chaise, il voit la pierre. J'étais subjugué. Je n'avais pas conscience que nous avions chez nous cette immense richesse historique, culturelle et très ancienne. Je trouvais ça fascinant. Il examine la chaise de près et fait une découverte étonnante. Il y avait une plaque à l'arrière où est écrit Bethel. C'est le nom que Jacob a donné à l'endroit où il s'est endormi. Et cela signifie la maison de Dieu. Cela voulait dire en substance que cette pierre abritait Dieu, qu'elle avait été bénie. Vous comprenez bien que si c'était vrai, cet objet avait une valeur culturelle inestimable.
Salut les explorateurs! Aujourd'hui dans cette vidéo très spéciale, nous allons commencer un thème abordé et utilisé partout autour du monde. Ce thème, je l'ai brièvement effleuré dans ma vidéo sur Lady Diana, ou Lady Di en anglais. Oui, son nom et son surnom étaient prédestinés à un bien triste destin. Mais son destin est la suite d'une lignée protégée et bien cachée. Dans cette première partie, nous allons explorer pourquoi et comment une famille, parmi des milliards, gouverne toutes les autres et combien elle représente aujourd'hui, sa place et pourquoi elle subsiste encore. La partie 2, qui arrive bientôt, reprendra sa lignée et une éventuelle partie 3 plus spéculative quant à son réel agenda. En première et deuxième partie, nous allons baser notre exploration sur les faits, tandis qu'en troisième partie, nous irons explorer les suppositions des différents chercheurs occultes, historiens et astrologues quant au rôle officieux de cette famille dite royale. Il est légitime que nous nous posions certaines questions en 2018, et notamment les amis. Pourquoi est-ce qu'il subsiste encore une famille dite royale, une famille qui se place au-dessus des lois, au-dessus des autres êtres humains, une famille dont les membres sont intouchables? Pourquoi est-ce qu'il existe encore dans ce monde entre guillemets européen, ce monde qui s'autoproclame plus évolué quant à la construction de ses sociétés, de ses valeurs morales et de son système judiciaire, et quant à sa parité? Et d'un autre côté, elle proclame cette disparité. En fait, la famille royale est tellement riche qu'elle a décidé de cacher ses revenus et sa valeur nette, qui est aujourd'hui privée, auprès du grand public afin d'éviter une révolte. Car n'oublions pas, les habitants de Grande-Bretagne payent encore leurs taxes aux seigneurs propriétaires des terres qui eux-mêmes reversent un impôt à la famille royale. Selon le magazine Forbes, on estimerait la famille royale à 88 milliards de livres sterling. Elle détient quelques milliards rien que dans ses nombreuses propriétés. Mais ne nous éparpillons pas et commençons par le commencement. Le 19 mai 2018 dernier, s'est produit un événement regardé par plus de 2 milliards de personnes selon le magazine de l'Express. Le mariage entre le prince Harry et l'actrice Meghan Markle. Pour cet événement, les rues de Londres ont été nettoyées. Les sans-abri ont été forcés de quitter leurs sacs de couchage, leurs affaires, car la police a jugé que cela pouvait être dangereux pour les passants. Leur mariage a coûté près de 3 millions de livres sterling, sans compter les 43 millions dépensés en sécurité ce jour-là. Près de 700 000 $ pour le déjeuner formel et 200 000 $ en champagne. Je suis sûre que les sujets où le peuple est très heureux que ces taxes participent au bonheur de leur monarque. Pour le monde entier, la reine d'Angleterre n'est qu'une femme âgée, adorée par l'Angleterre. Mais les recherches approfondies démontrent qu'elle-même et la famille royale sont tout autres que l'image de conte de fées que la propagande veut nous faire acheter. Derrière cette image glamour, gît une toute autre histoire, dissimulée et étouffée en rapport avec l'esclavagisme, le nazisme et même le cannibalisme. La reine Elisabeth est l'une des figures d'influence les plus connues à travers le monde aujourd'hui. Le mythe que la famille royale d'Angleterre est juste un emblème fantaisiste sans réel pouvoir ni argent a été ancré dans l'inconscient collectif, tel un marteau qui voudrait enfoncer un clou. Cependant, cela ne pourrait pas être plus décalé avec la réalité. En outre, les nations telles que l'Irlande du Nord, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'ont jamais gagné une totale liberté de la couronne. La reine est en fait chef d'État des 16 royaumes du Commonwealth et possède le pouvoir d'élire ou rejeter n'importe quel Premier ministre et membre du Parlement. Elle peut commander les armées, refuser une législation parlementaire, pardonner les criminels et même déclarer un état d'urgence. En fait, les chefs des 16 royaumes du Commonwealth ont juré allégeance non aux gens qui les ont élus, mais à la reine d'Angleterre. D'ailleurs, les nations du Commonwealth portent toujours la reine sur leur billet. Cela, bien sûr, s'applique également aux juges, aux avocats et à la police de ces États. En outre, les bateaux de guerre canadiens sont aussi appelés les HMCS ou Her Majesty's Canadian Ships, ou les bateaux canadiens de Sa Majesté en français. En Australie, ce sont Her Majesty's Australian Ships, ou les bateaux australiens de Sa Majesté. La police canadienne est connue sous le nom de Royal Canadian Mounted Police, gendarmerie royale du Canada. En parlant de pouvoir, le Premier ministre d'Angleterre se retrouve avec la reine chaque semaine pour faire un rapport. Aucune trace de ces rencontres n'est enregistrée, malgré l'influence conséquente qu'elles ont sur les affaires publiques. Une famille qui n'est pas traitée comme les autres. Parce qu'en parlant de privilèges, le prince Charles peut par exemple, en ce qui concerne le territoire, supprimer ses propres taxes de construction valant jusqu'à 50 000 livres sterling, soit l'équivalent de 56 855 €. Évidemment, ce détournement vous emmènerait vous et moi directement en prison.
Je ne vais pas vous énumérer tous les privilèges, mais parmi eux, on peut retrouver le fait qu'ils peuvent payer leurs factures, s'ils en ont envie, ils peuvent recevoir des conseils gratuits de n'importe quel avocat, ils ne payent aucun impôt sur les sociétés, aucun impôt sur les gains en capital, incluant propriété, business ou entreprise. Pour vous donner un exemple concret, en 1975, l'Australie vit une crise constitutionnelle. Cette crise est appelée « the dismissal », le renvoi en anglais. Elle fait référence aux événements qui ont abouti à la révocation du Premier ministre Gough Whitlam du Parti travailliste australien par le gouverneur général Sir John Kerr, qui agit pour la reine, et à la nomination du chef de l'opposition, Malcolm Fraser, comme Premier ministre par intérim. Le jour d'après, il renvoya tout le monde pour les remplacer. Cette affaire est considérée comme la plus grande crise politique et constitutionnelle dans l'histoire de l'Australie. Non seulement la reine a le pouvoir, mais elle n'a pas peur non plus de l'utiliser. En plus du pouvoir, vient la richesse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le magazine Forbes a donné une estimation de richesse, bien que les rentrées d'argent sont devenues privées et cachées du public. En fait, la véritable estimation de la famille royale est beaucoup plus surprenante. Lorsque l'on regarde les noms des personnes les plus riches du monde, on peut y lire Bill Gates, Warren Buffett ou Carlos Slim. Et pourtant, lorsque l'on cherche à savoir de combien la reine dispose, le résultat est caché tant bien au public qu'au sein même de la monarchie. C'est certainement parce que sa richesse dépasse l'entendement. La vérité est que sa richesse atteindrait les trillions. Oui, un terme qui dépasse le milliard. Elle serait d'ailleurs la seule au monde à être aussi riche. If it's personal wealth, you'd expect someone who was resident in the UK for tax purposes, which you'd like to imagine that the head of state of the United Kingdom was regarded as being a resident of the UK, although admittedly she's the head of state of a number of other countries as well. But you'd like to imagine that that person might be expected to pay regular tax on what is after all their personal income, but they don't. They don't have a normal tax arrangement. They have paid tax, but it's not done in the standard way. And we just don't really know what exactly their personal wealth is, and it's clouded to a large extent. There's a thing called the civil list, which is the kind of the money voted to them by Parliament to support the Queen and various of her relatives in their public duties. There are also various other expenses that come out of public money associated with their public duties, which aren't necessarily as clearly visible in public accounts. He walks into the bathroom, the bath is drawn for him already. Well, even when he gets out of the bath, the towel is folded in a special way so that he just has to sit in it and wrap it around him. Then he goes into his dressing room. His clothes are all laid out for him. Even his socks, left and right, are in exactly the right spot. Charles has a particular dish he likes to eat when he goes out hunting, which is softly boiled eggs and Scotch whisky, waiting for him when he comes back. But of course they never know when he's coming back. So a good half an hour before he's due back, they start boiling up a batch of 20 eggs, for 3 minutes exactly. And then if he hasn't arrived in those 3 minutes, they throw them away. Then they start another batch and another batch, and you can get through 100 eggs before the Prince of Wales actually comes home. Elle possède toujours, à ce jour, 89% des terres canadiennes appelées Crown Land, ou les terres de la couronne en français. En résumé, elle loue ses terres au gouvernement canadien et reçoit un pourcentage des fonds. La terre la plus grande détenue par la Grande-Bretagne est l'État de la couronne. En dehors de son énorme possession de territoire au Canada, elle détient également 50% de la côte des Royaumes-Unis, et il y aurait même une rumeur qui dit qu'elle détiendrait des parties de Manhattan, à New York. Mais en dehors de la légation, comment a-t-elle fondé toutes ces richesses ? Elle a secrètement détenu une part importante dans une grande plantation du Mississippi appelée la Delta and Pine Land. Il y a peu de temps, le Congrès américain a divulgué son utilisation d'une société appelée Cortland ou Cortland Textile. Elle passait par cette société pour cacher ses parts de sa propre plantation appelée The Queen's Plantation ou les plantations de la reine en français. En dehors de ces biens immobiliers abracadabrants, estimés à 17 trillions de livres sterling, ces biens incluent un carrosse en or massif pesant environ 4 tonnes, 20 000 œuvres de maître, des Rolls-Royce, des Bentley, mais ces richesses volées ne pourraient pas être mieux démontrées que par les diamants que la reine porte sur sa couronne, des pièces et joyaux fabuleux exposés dans des galeries valant des milliards. Sa collection de bijoux contient notamment plus de 16 couronnes serties de diamants. Une en particulier est sertie d'un diamant très spécial, celui du diamant taillé le plus grand jamais trouvé, connu sous le nom de The Star of Africa ou l'étoile d'Afrique. Il y a également un autre diamant, connu sous le nom de Koh-i-Noor
c'est un diamant de 105 602 carats qui véhicule avec lui un mythe indien très ancien, puisqu'il a traversé les âges auprès des empereurs jusqu'à ce qu'il soit donné à la reine Victoria par un Maharaja de 10 ans en 1850. Les joyaux de la couronne sont si mystérieux qu'ils n'ont jamais reçu l'autorisation d'être examinés, même par des experts, et sa valeur totale reste encore inconnue. Mais comment une famille a-t-elle pu amasser des trillions ? Premièrement, la réponse se trouve dans la lignée que cette famille a accumulée à travers les siècles. La plupart de leur richesse a été collectée par le peuple payant ses taxes, et cela comprend de multiples colonies que la famille autrefois possédait. Beaucoup de ces endroits regorgent de ressources qui furent exploitées et vendues sans donner grand intérêt au peuple local ou à la culture locale. C'est d'ailleurs l'exemple du diamant que je viens tout juste de citer, l'étoile d'Afrique que la reine porte sur sa couronne. Et pourtant, beaucoup de sa fortune vient de sources bien douteuses. La famille royale anglaise a joué une part importante dans l'esclavagisme, en commençant par Élisabeth Ier. Le duc de York avait donné ses initiales DY marquées au fer rouge sur chaque fesse gauche ou sein gauche de chacun de ses 3000 esclaves. En 1624, les Anglais ont colonisé la Barbade, un micro-état insulaire situé en mer des Caraïbes, et Saint-Christophe, une petite île des Antilles. À peu près 23 ans après, le premier sucre de Barbados fut envoyé en Angleterre. L'Angleterre prit en otage la Jamaïque des Espagnols et l'esclavagisme a continué de plus belle. Élisabeth Ier a mis en place la première société africaine royale appelée la Royal African Company pour faciliter le transport et vente d'esclaves, qui prospéra jusqu'au début du XVIIIe siècle. Mais la véritable richesse obtenue par la vente des vies africaines fut échangée pour la richesse chinoise. La famille royale, ainsi que la société d'échange royale, fit fortune avec son import vers la Chine. L'import premier fut l'opium. Cette drogue était illégale en Chine, mais ses règles furent ignorées au-delà des frontières par l'Angleterre. On estime à 12 millions le nombre de paysans qui devinrent dépendants de l'opium. Les autorités chinoises l'appelaient le poison mortel qui brûle l'esprit et les morales de notre peuple. Les Anglais grandissaient leur production d'opium en Inde. De là-bas, ils manufacturèrent de l'opium en une production colossale. Les bateaux envoyaient l'opium à la Chine afin d'être vendu au marché noir. Près de 13% des recettes de l'Inde, lors de sa domination par l'Angleterre, venaient de la vente de l'opium produit en grande quantité, vendu par des distributeurs anglais placés en Chine. En 1839, l'empereur chinois décida que c'était assez. Il commanda des milliers et des milliers de tonnes d'opium aux fournisseurs anglais afin qu'ils soient saisis et détruits. Et c'est ainsi que commencèrent les guerres de l'opium. La flotte principale d'Angleterre, constituée de navires de guerre construits à Liverpool, furent envoyés afin de reprendre les tonnes d'opium achetées par l'empereur. La flotte anglaise détruisit toute la flotte chinoise en une seule après-midi. Après cela, les Chinois ont combattu 2 fois contre l'armée britannique afin de contrer l'import de l'opium qui avait ravagé la population chinoise. This was the modern world confronting an ancient one, sailing junks against steam-driven gunboats. The Chinese had no choice but to surrender and to open 5 ports to British trade. C'est un parfait exemple de la destruction de l'esprit, des mœurs et d'une culture par infiltration. On infiltre une drogue qui va ravager l'esprit, une très addictive bien sûr, de façon à transformer un peuple sage en une armée de zombies. Et ce n'est pas la première fois que l'on voit faire ça par l'Angleterre. Je pense notamment aux aborigènes d'Australie, qui sont maintenant la partie de la population la plus dépendante d'alcool et de drogue dans toute l'Australie. En fait, la famille royale d'Angleterre, qui n'est pas anglaise, comme je vais bientôt le démontrer dans la partie 2, a récolté des fortunes colossales en exploitant les peuples, le peuple qui vit sur les terres qu'elle s'est appropriées, que ce soit la Grande-Bretagne ou les colonies qu'elle contrôle. Comme je le disais, le nombre exact de revenus accumulés au cours des siècles, vous l'aurez compris, reste encore un secret d'État. La valeur nette de la famille royale, comme je le disais précédemment, reste confidentielle et garde le droit de rester confidentielle, peu importe la demande ou qui le demande. Les experts, cependant, l'ont estimé à 32 trillions de dollars. Tandis que les impôts anglais peuvent atteindre les 40% pour ceux qui reçoivent un salaire élevé, la famille britannique, elle en revanche, est exemptée de payer les impôts et peuvent acheter plus ou moins tout ce qu'ils veulent sur Terre, voire même la Terre en elle-même si elle était à vendre. Mais en 1992, après avoir subi beaucoup de pression, la reine s'est proposée de payer des impôts sur ses revenus personnels et impôts fonciers. Cependant, elle est exemptée de toute loi sur l'information du capital, de la fréquence à laquelle elle paye ses impôts, du montant que la famille royale perçoit ou paye, ou même encore les montants à payer déclinés par la famille royale. Parce que oui, ils peuvent décliner de payer leurs impôts.
According to official figures, taxpayers' funding to the royal household last year was £32 million, but an investigation by the campaign group Republic discovered substantial hidden costs of maintaining a royal family. The true cost of the monarchy to the taxpayer is said to be more than 6 times the official sum, at £202 million. The expenditure that's not revealed to the public includes the high cost of security, travel and receptions by local councils for members of the royal family. Buckingham Palace says the Queen spends over £10 million a year on servants and entertaining 50,000 guests, mostly feeding them afternoon tea in the palace gardens. Taxpayers also pay the Queen £16 million for the upkeep of her palaces and another £4 million towards travel expenses. La famille royale ne paye pas ses droits de succession et peut léguer n'importe quel bien à qui elle le veut, à l'âge qu'elle le veut. Chacun de ses membres perçoit un salaire personnel de membre royal. Officiellement, la famille royale ne déclare que 32 millions de livres sterling, mais en réalité, les experts ont estimé les dépenses à 202 millions de livres sterling par an. Domestiques, cuisiniers et autres gardes du corps au sein de chaque palace. Alors que les retraités sont requis de vivre sur des revenus de plus en plus précaires, la famille royale, elle, paye le chauffage de toutes ses propriétés avec l'argent des impôts du peuple. Queen gets a great deal of money from the British taxpayer, and for me, at a time of austerity, that's a particularly gross distortion of where our money should be going. We're told on a daily basis that there isn't enough money for disabled people on benefits, for job creation, for vital services like health and education, and yet at the same time, the Queen and the rest of the royal family managed to rack up 180 million, 200 million pounds in all, a significant portion of which comes directly from the British taxpayer. And at a time when we're being told we have to cut back all the time, that seems to me extraordinary, that those people get that money with really no accountability or democratic control at all. There's also money, of course, that comes from previous looting and theft from ourselves, the great landed estates, the royal family, and of the plunder of empire. But that also is something which we should look at very carefully. That money should be used for the good of the people in Britain and the good of people across the world, I believe. Salut les explorateurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Déjà, je voudrais vous remercier pour votre enthousiasme quant à ma partie 1 sur la famille royale. Et je voudrais aussi avancer que cette vidéo n'existe pas pour froisser qui que ce soit, mais pour apporter une face qu'on ne voit pas et apporter un plus de balance à la vision édulcorée de la royauté. Donc si vous aimez beaucoup la famille royale, ne le prenez pas personnellement. D'ailleurs, vous ne devriez pas le prendre personnellement, car aujourd'hui, nous allons aller sur les traces de cette lignée dite royale. C'est pour cela qu'elle se place au-dessus des autres, que ce soit au niveau des lois ou même de leurs privilèges, comme vu précédemment dans la partie 1. Nous allons donc essayer de retracer d'où vient cette famille, qu'en disent les historiens, comment se fait-il qu'elle reste encore l'une des familles les plus aimées au monde. On peut notamment penser au scandale de Lady Diana, qui a déchiré la planète entière. C'est pourquoi je dois commencer cette vidéo en faisant un petit rappel de communication de base. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle les partenariats. Ce sont des stratégies de communication pour vous affilier à l'image de quelqu'un d'autre que le public aime afin de créer une certaine image de vous. Tout le monde sait, en tout cas vous qui regardez cette vidéo, que les informations ou propagandes de masse contrôlées connaissent son travail et elle sait comment influencer ou rediriger l'attention lorsqu'il y a scandale, guerre, génocide ou vote d'une loi. Dans cette même idée, les médias font leur maximum afin de ne pas atteindre la famille royale. Ils ont en quelque sorte un rôle de supporters, relatant toutes les nouvelles positives les concernant et les protégeant durant les scandales. En fait, c'est comme une forme de collaboration délibérée. Mais comment est-ce possible? Tout événement positif est, en revanche, gratifié. Un travail de relations presse considérable et colossal pour nous dépeindre une image royale des plus légères et abordables. Mariage royal, naissance royale, comme si la famille royale n'avait que cet intérêt, comme pour étouffer son pouvoir politique ou économique.
Cette technique de communication et propagande de masse fut en fait inventée par Edward Bernays. Edward est considéré comme le père de la propagande politique institutionnelle, de l'industrie des relations publiques, ainsi que du consumérisme américain. Bernays pensait que la société pouvait être dangereuse et devait être contrôlée par des élites qui contrôleraient le peuple. Il est connu notamment pour avoir fait fumer les femmes. En effet, dans les années 20, les cigarettes étaient réservées aux hommes, et dans certains lieux, même interdites aux femmes. Edward Bernays, pour faire grimper les ventes, est connu pour avoir payé des femmes mannequins pour fumer des cigarettes qu'il a fait appeler les torches de la liberté durant la parade de Pâques. Une autre de ces techniques était de faire des partenariats entre certains politiciens et certaines célébrités, afin de rendre les politiciens plus glamour et plus aimés du public. On peut notamment parler de la campagne pour les JO de Londres avec la reine accompagnée de James Bond, ou des films tels que Le Discours d'un roi, ou même le film sur Charles et Camilla, la série The Crown, qui veut dire la couronne en français, une série sur Elisabeth II, etc., etc. Il y a également le très récent Confident Royal, sur la reine Victoria et son amitié plus affinité avec Abdul Karim. Bref, cette propagande pour imprégner inconsciemment combien cette famille est importante et à quel point la royauté fait partie de la vie de ce monde et qu'il soit normal qu'elle existe. Sa supériorité est normale et combien elle manquerait au monde si elle n'existait pas. Merci à Gala pour nous faire passer ces élites pour cool et intéressantes, tandis que ce sont d'autres personnes qui vivent juste de leurs privilèges. Merci au film de Walt Disney pour nous avoir habitués dès tout petits à aimer la royauté, les princes charmants et les princesses malgré moi. Merci de nous avoir imprégnés inconsciemment combien il est important de les protéger, car ils sont importants et hors du commun. Récemment au cinéma, et si vous ne l'avez pas vu, quelle chance vous avez, les films Kingsman, dans lequel nous pouvons observer une sélection élitiste de jeunes aspirant à devenir espions à la James Bond et sont notés sur leur loyauté à la couronne. En dehors des blagues pathétiques, du rapport au sexe anal, etc., on peut notamment les voir passer une multitude de tests pour voir s'ils sont prêts à donner leur vie pour protéger la couronne et sa famille. Quel film lamentable! Et pourtant, 2,5 millions de tickets vendus, selon les Inrocks. On notera le titre « Le Cercle d'Or » qui nous fait référence à la couronne, mais aussi à la symbolique du cercle de Saturne, ou Satan, comme déjà expliqué précédemment dans la conférence avec Magali Cazotte. Vous l'aurez compris, maintenant il faut donc donner sa vie pour le roi et la reine, afin qu'ils puissent continuer leur chasse à courre et continuer leurs activités pédophiles, comme j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Lady Diana. Au fait, beaucoup d'entre vous n'ont pas vu ma vidéo sur Lady Diana filmée il y a quelques temps maintenant. Allez voir, je parle du meurtre organisé de Lady Di, du rituel et du sacrifice, en passant par la case Jimmy Savile. Pour ceux qui m'ont laissé en commentaire qu'il était dommage que je n'ai pas parlé de Jimmy Savile, eh bien je vous invite à regarder mes vidéos précédentes les amis. Merci. Revenons-en à la propagande du film Le Discours du roi, qui met en scène le père de la reine Elisabeth II, le roi George VII. Et on a presque de l'empathie pour lui. Cette technique de communication n'est autre qu'une diversion pour camoufler le fait que son frère, Édouard VIII, celui qui deviendra par la suite roi, était un membre actif nazi. Même Wikipédia ne le cache pas et cite directement Hitler. Je cite « Je suis persuadé que des relations amicales permanentes auraient pu être établies grâce à lui. S'il était resté, tout aurait été différent. Son abdication a été une lourde perte pour nous. » Le prince de la couronne, Édouard VIII, était un partisan nazi, comme je viens tout juste de vous le citer. Il a dû abdiquer sous la pression de ses alliés durant la guerre. Continuons sur la propagande de la famille royale avec le film The Queen, datant de 2006. Après la mort de Lady Diana et son possible meurtre, l'image de la famille royale est véritablement abîmée. D'ailleurs, à part l'enterrement, la famille royale s'est tout simplement cachée dans son château en Irlande. En revanche, dans le film, la reine, jouée par Helen Mirren, est dépictée comme étant accablée avec tout un mélodrame qui n'a jamais été réel, pour sensibiliser son public. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Oh combien Hollywood est vraiment un outil pointu pour tromper les inconscients. D'ailleurs, ce film a été approuvé par Buckingham Palace. En ce qui concerne tromper les inconscients, un mariage n'est rien d'autre qu'une forme très puissante de relation presse. La famille royale a tiré profit de ces événements et de sa fantaisie depuis en fait bien longtemps. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes intéressées ont repris ce concept. Je pense par exemple aux Kardashians. Ces événements rassemblent en un seul endroit une grande énergie. Imaginez cette énergie délibérément donnée à leur rencontre et les répercussions qu'elles ont sur l'image royale. Aucun problème par ailleurs à exhiber leurs richesses avec leurs robes, leurs réceptions, leurs couronnes, tandis que le peuple
pauvre et taxé, applaudit frénétiquement, exactement comme au temps où les messagers lisaient de bourg en bourg l'annonce du mariage royal au peuple. Aujourd'hui, ce sont les émissions télé qui colportent et réalisent des reportages minute par minute sur ces événements royaux. Mais que connaissons-nous exactement de cette famille qui se nourrit du peuple, de ses énergies et de son argent ? Pourquoi n'entendons-nous pas parler des scandales pédophiles, comme étayé dans ma vidéo sur Lady Diana ? Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés la famille royale d'Angleterre, alors qu'ils ne sont même pas anglais ? Eh oui, et beaucoup ne le savent pas. Pourtant, tout est joué comme si de rien n'était. C'est en fait une famille allemande, dont le nom est Saxe-Coburg-Gotha. La famille royale a changé son nom en 1917, parce que l'Angleterre se battait contre l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. En fait, leur nom moderne en lui-même n'a rien à voir avec la famille royale, mais vient de l'un de leurs châteaux. Le prince Philippe a un nom allemand, Battenberg, ce qui fait de son fils Charles Battenberg, et par conséquent son petit-fils William Battenberg. Lorsque le prince Charles a épousé la fille d'un commandant, Lady Diana, elle avait plus de sang anglais que lui. Mais la famille royale n'a en aucun cas abandonné son héritage allemand ou ses traditions. Certains de ses membres se sont même associés secrètement aux côtés d'Hitler et de ses nazis durant la Seconde Guerre mondiale. En 1941, alors que la guerre fait rage entre l'Angleterre et l'Allemagne, Rudolf Hess, le député d'Hitler, se parachute précipitamment en Écosse, avec lui, un traité de paix entre la Grande-Bretagne et le parti nazi. Il sera enfermé dans une tour pour le reste de sa vie. Mais comment se fait-il qu'il ait eu quelque espoir à faire naître cette alliance ? Qu'est-ce qui pouvait présumer que cela marcherait ? J'en parlais précédemment, à travers Édouard VIII, qui a abdiqué en 1936. Le discours d'un roi laisse imaginer que c'était pour épouser la femme de sa vie qui n'était qu'une actrice. Cependant, l'histoire nous montre une motivation bien plus noire qu'il n'en paraît. Lorsque la monarchie d'Europe prit connaissance de la révolution bolchevique et de l'assassinat de sa famille royale russe, beaucoup ont vu le fascisme comme le moyen le plus sûr de conserver la monarchie, en d'autres termes, de devenir sympathisant nazi. Comme vous pouvez le voir, dans ses archives du magazine Le Sun, Édouard VIII est ici en train d'enseigner à Élisabeth II à faire le salut nazi. Édouard lui-même, un partisan nazi qui avait rencontré Hitler juste avant la guerre en 1937. Il a même opéré dans les affaires nazies, rencontrant entre autres Roosevelt pour discuter des intentions dites pacifistes nazis. On penserait que la famille royale essaierait de dissimuler autant que possible leurs anciennes collaborations nazies, mais les faits nous prouvent le contraire. En outre, le prince Harry a été photographié arborant un costume de nazi pendant une soirée déguisée, comme si le sujet était drôle. Ou peut-être était-ce pour se moquer délibérément. Certains diraient que ce n'est qu'un faux pas, tandis que d'autres voient plutôt un clin d'œil à son oncle. Philippe lui-même fut entraîné dans la jeunesse hitlérienne. Il a également fondé la WWF, ou World Wildlife Federation, avec le nazi Prince Bernhard des Pays-Bas. WWF, les gentils animaux, a été fondé par deux nazis qui avaient besoin de redorer leur blason, mais qui n'en ont strictement rien à faire des animaux. Et je vais pouvoir le prouver maintenant. Quelques mois avant de créer la WWF, le prince Philippe atterrit à Jaipur, en Inde, avec la reine. Là-bas, ils enfilent leur veste de safari pour une séance de chasse des plus exotiques. Le prince Philippe a donc tiré et tué plusieurs tigres du Bengale sans défense, qui étaient déjà à l'époque sur la liste des animaux en danger et qui aujourd'hui est en voie d'extinction. Ian MacPhail, le premier directeur de fonds de la WWF, a communiqué que durant ce séjour, le prince Philippe a tiré et tué une maman éléphant devant son petit, qui serait parti en courant de terreur. C'est donc avec le nazi prince Bernhard que Philippe a fondé la WWF. Mais Bernhard est aussi connu pour avoir fondé le groupe Bilderberg, qui réunit chaque année des membres royaux, des politiciens, des banquiers et des influenceurs majeurs. Ce groupe se réunit chaque année secrètement et le sujet de leur réunion n'est jamais dévoilé au public. En fait, toutes les sœurs de Philippe ont épousé des nazis de haut rang. La famille royale d'Angleterre a ses raisons pour admirer l'idéologie hitlérienne. En outre, l'eugénisme, les génocides et l'idée de stérilisation viennent en fait d'eux. Francis Culleton, le cousin de Charles Darwin, aurait étudié la famille royale et en aurait conclu qu'elle était issue de gènes qu'il appelait supérieurs. D'ailleurs, aujourd'hui, la médecine occidentale propose principalement des produits chimiques pour contrer des maladies, créées par les produits chimiques versés dans l'eau, l'air et pulvérisés sur nos aliments. On y ajoute les derniers 11 vaccins obligatoires sur nourrissons. On ne cesse de nous rabâcher que nous sommes trop nombreux sur Terre. On essaye de déconstruire l'image de la famille, comme parlé dans ma vidéo sur la pornographie. On désacralise la sexualité. Et on se retrouve petit à petit dans le livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Mettons en lumière l'hypocrisie qui se joue autour de nous.
Cette hypocrisie se cache derrière la liberté, l'évolution et le bien-être de la population. Le prince Charles parcourt le monde pour expliquer aux peuples occidentaux que nous utilisons trop d'électricité et que cela entraîne une surconsommation d'énergie. En attendant, ces nombreux châteaux sont chauffés et allumés aux frais des contribuables. La reine, elle, donne des discours sur la pauvreté avec comme parure sa couronne à valeur inestimable. Mais personne ne serait aussi bien placé que le prince Philippe, le mari de la reine, au sujet du dépeuplement. Il a même osé dire publiquement que s'il était mené à revenir sur Terre, il aimerait se réincarner en un virus mortel, de façon à soulever le problème de la surpopulation. Nous avons affaire à de sérieux psychopathes. Il continue d'ailleurs aujourd'hui de faire des conférences sur l'urgence du dépeuplement. They have murdered my son and Princess Diana, and I put my finger straight to the gangster who ruling the country behind the scene, who is the head of the royal household, Prince Philip. D'un autre côté, il y avait Lady Diana, qui a su capturer le cœur du peuple, avec son charme, sa proximité avec le public, sa grâce et sa fragilité. D'ailleurs, beaucoup seraient choqués d'apprendre comment la famille royale la traitait. Je cite Lady Diana sur son mariage. « Je me suis sentie comme le veau en route pour l'abattoir. Je le savais et il n'y avait rien que je pouvais faire à ce sujet. En effet, lors de sa lune de miel, Diana découvre que Charles la trompe avec Camilla. Ceux qui auront vu ma vidéo sur elle comprendront que sa métaphore est exactement ce que lui réservait son destin. Diana fut choisie en partie pour sa génétique. Elle était blonde aux yeux bleus, l'atout principal de la folie arienne, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle descend aussi d'une génétique juive. Son père était le 8e Earl Spencer, descendant du 5e Earl Spencer, qui était le porte-coton du roi. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le porte-coton, c'est la personne en charge d'assister le roi lors de la satisfaction de ses besoins. Oui, un tel poste existe autour de la famille royale. Lady Diana est donc descendante de nettoyeurs de derrière. Elle était donc proche de la famille royale et a même rencontré son futur mari à un match de polo alors qu'elle n'avait que 16 ans. Bien que la presse a essayé, tant bien que mal, de nous vendre encore une histoire de conte de fées, leur couple n'avait en rien une histoire d'amour. Le jour de leur mariage, un journaliste a demandé au couple s'il était amoureux. Ce à quoi Charles a répondu « Ça dépend ce qu'amoureux veut dire », alors qu'il trompait ouvertement Diana avec Camilla Parker. Diana eut, de son côté, ses propres histoires. D'abord, avec son garde du corps, Barry Manaki, garde du corps qui fut retrouvé mort dans un accident de moto. Ce dernier, difficilement explicable. Et justement, peu de temps après, les rumeurs les concernant. Le prince Charles aurait menacé Diana en lui disant que la même chose pourrait lui arriver si elle n'arrêtait pas. James Hewitt, l'un des amants de Diana, raconte que lui aussi a été menacé. D'ailleurs, beaucoup disent que James Hewitt est le véritable père de Harry, tous les deux portant le gène roux et partageant beaucoup de traits ressemblants. En parlant d'enfants, l'accouchement de la princesse Diana a dû être coordonné au match de polo du prince Charles. Voilà comment elle fut traitée à l'époque. L'accouchement fut, comme par hasard, organisé le jour du solstice d'été. Mais cela sera abordé dans la partie 3. Le best-seller de Tina Brown, Diana The Chronicles, fit l'effet d'une bombe lorsqu'il affirma que Sir James Goldsmith serait le véritable père de Diana. Ce dernier a en effet été l'amant de la mère de Diana lors de son mariage au Earl John Spencer. Plusieurs sources affirment que James Goldsmith et la mère de Diana étaient amants lorsque Diana fut conçue. La mère de Diana était profondément malheureuse dans son mariage au Earl Spencer, qui lui-même était alcoolique et violent. En 1969, elle finit par divorcer et se remarier. Mais qui est donc James Goldsmith, le supposé véritable père de la princesse Diana? Goldsmith était un banquier juif, l'un des 20 hommes les plus riches au monde. En dehors de son blanchiment d'argent et de ses stratégies de faillite, il n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Goldsmith était au-dessus des lois. Les ancêtres de Goldsmith sont de la même lignée que ceux des banquiers Rothschild d'Allemagne, ceux avec lesquels ils ont pratiqué le mariage consanguin depuis des lustres. D'ailleurs, vous pourrez constater de vous-même la ressemblance assez frappante de Lady Diana avec les 3 autres enfants de James Goldsmith, Zach, Ben et Jemima. Ils sont donc les supposés demi-frères et sœurs de Lady Diana. Diana ressemble étrangement à Zach Goldsmith, et notamment le nez des enfants Goldsmith. La proximité entre les Goldsmith et les Rothschild est toujours d'actualité puisque Ben Goldsmith,
le demi-frère supposé de Lady Diana, a épousé Alice Rothschild en 2013. Zach Goldsmith est aujourd'hui un homme politique britannique, membre du Parti conservateur et membre du Parlement, qui a hérité de 600 millions de livres sterling à la mort de papa. D'un autre côté, Jemima Goldsmith, la supposée demi-sœur de Lady Diana, était également sa meilleure amie et confidente. Un hebdomadaire australien appelé New Idea Australia fit l'effet d'une bombe, après la parution d'un article expliquant la parenté de Jemima et de Lady Diana. L'article confirme que l'aristocratie est au courant du lien de parenté entre Diana et Jemima depuis plus de 40 ans. Elles seraient donc sœurs. Il n'est d'ailleurs pas caché que Diana trouvait réconfort au sein des Goldsmiths et non pas auprès des Spencer lorsqu'elle vivait des temps difficiles. Goldsmith. Mais où est-ce que j'ai entendu ce nom? Ah mais oui, bien sûr, Carol Goldsmith, la mère de Kate Middleton. Le nom Goldsmith tient ses racines auprès de la communauté juive, ce qui confirme que les ancêtres de Kate sont bien juifs. L'oncle de Kate, Gary, est aussi un Goldsmith. Il est le frère, dealer, pédophile et pornographique extrêmement riche de sa mère. Sa maison à Ibiza, la maison de Bang Bang, est d'ailleurs une des destinations favorites de Kate et William. Bien sûr, les médias nous ont dépeint Kate comme roturière, un peu à la Cendrillon. Mais quel parent de classe moyenne a assez d'argent pour envoyer leur fille dans la même école huppée exorbitante que celle du prince William? Eh oui, des Goldsmiths. Et si l'on pense que Diana est une descendante des Goldsmiths, cela ferait donc de Kate et William des cousins, tout comme le prince Philippe et la reine Elisabeth. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le 10 octobre 1996, une étude généalogique des plus minutieuses au monde, et qui se fonde sur des enregistrements généalogiques approuvés et communiqués par United Press International, diffuse ce jour-là une information très spéciale avec pour titre « Des musulmans au Buckingham Palace ». Une généalogie historique faite depuis plus de 190 ans affirme que la reine Elisabeth serait la descendante du prophète islamique Mahomet, spécifiquement sa 43e arrière-petite-fille. Cette information fut distribuée par Harold Brooke Baker, le directeur de la publication de Burke, le grand éditeur généalogique, et comme nous l'indique aussi Wikipédia, c'est dans cette annonce qu'il déclare que le Premier ministre de Margaret Thatcher a ordonné une meilleure sécurité pour la famille royale. Je cite « On ne pourra pas toujours protéger la famille royale, descendante directe du prophète Mahomet, des terroristes musulmans. Il dit que leur relation serait certainement une surprise pour beaucoup. Je cite « C'est peu connu par le peuple britannique que le sang de Mahomet coule dans les veines de la reine. Cependant, tous les dirigeants musulmans sont fiers de ce fait. » Fin de citation. L'éditeur généalogique dit que la descendance du prophète s'est faite à travers les rois arabes de Séville qui régnèrent autrefois sur l'Espagne. Leur sang s'est allié par mariage aux rois du Portugal et de Castille et à travers eux jusqu'au 15e roi d'Angleterre, Édouard IV. وتكاتب فيه كتب بتكاتب فيه كتب من آل هاشم من آل النبي. Salut les explorateurs! Avec l'annonce du futur mariage d'Harry, le second fils de Lady Diana, est sorti beaucoup de vidéos. D'ailleurs, mon fil d'actualité YouTube était rempli de « Pourquoi la fiancée d'Harry ne devrait pas l'épouser ?» ou encore « On l'avait prévenu ». Je vais donc vous faire une vidéo dont le thème est connu et pourra facilement se retrouver ailleurs. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Lady Diana était une princesse adorée de tous. Elle était chic, humble, elle avait l'air d'avoir souffert et de porter un énorme secret. Sa mort nous a tous touchés. Et je me rappelle être petite et voir ma mère pleurer dans le salon alors qu'elle faisait son repassage. Pourquoi y a-t-il autant de dossiers sur la mort de Lady Di? Quelles sont les controverses de sa mort? Prenez votre lampe torche, c'est le moment d'explorer le dossier. Avant de commencer, je tiens à préciser que vous pourrez trouver beaucoup plus de détails dans les vidéos de David Icke, dont il consacre une conférence de plus de 30 minutes à ce sujet. Beaucoup pensent que son accident a été orchestré dû au secret que Diana comptait révéler. Elle aurait porté le secret des pratiques inquiétantes au sein de la famille royale et de l'élite. La vie au palais, que l'on imagine glamour et pailleté, aurait dévoilé ses secrets dans l'ombre de l'horreur. Des pratiques que certains disent lucifériennes. Alors qu'elle allait utiliser sa popularité pour dénoncer ce lourd secret, son accident arrêta tout. Selon le livre de David Icke appelé The Biggest Secret, ou Le plus grand secret en français, Lady Diana aurait demandé conseil à un confident de confiance, et elle lui aurait demandé quelle est la meilleure manière pour révéler un secret qui ferait trembler le monde. Le confident, plutôt surpris, aurait demandé si cela concernait le trafic de drogue, ce à quoi elle aurait répondu « Oh non, c'est bien pire que ça ».
Est-ce que Diana aurait découvert l'immense réseau de trafic d'enfants relié à la couronne d'Angleterre? Vous savez, ceux qui font surface seulement maintenant, à travers les scandales, tels que celui de Jimmy Savile. Jimmy Savile, c'était un présentateur télé et DJ. Il était également meilleur ami du prince Charles, l'époux de Lady Diana. Ce dernier a même tenté d'être médiateur durant leurs problèmes de couple. À la mort de Jimmy Savile, on a découvert que c'était le prédateur sexuel le plus prolifique connu jusqu'à ce jour. Le nombre de ses victimes, enfants comme adultes, se compte par milliers. Il participait notamment au rituel sexuel satanique d'Aleister Crowley. Vous savez, le mage connu pour se dire la personne la plus mauvaise du monde. Ces rituels sexuels incluaient la pédophilie, les orgies et la nécrophilie. En participant à ces rituels, il s'est fait connaître et est monté en grade jusqu'à se connecter au sein même de l'aristocratie anglaise pour laquelle il fournissait des enfants. Jimmy Savile was not just a pedophile. He was a procurer. En 2014, les journaux ont dénoncé l'existence d'un gigantesque cercle de pédophiles qui prend place au sein même du fameux Buckingham Palace. Un jeune garçon qui travaillait au château dit qu'il a été torturé et abusé sexuellement par un cercle de personnes de haut rang. Il dit également avoir été victime dans la résidence secondaire de la famille royale en Écosse appelée Balmoral. Parenthèse, on retrouve ici le nom Bal et le mot moral. Je cite l'article. Dans une lettre déchirante, le garçon âgé alors de 16 ans raconte comment il a été victime d'une exploitation de plus haut ordre. Peter McKelvey, un ancien officier de la protection des enfants, avait déjà alerté à l'époque qu'un grand nombre d'individus de haut rang étaient engagés dans les abus sexuels sur enfants. Il dit que cela fait 65 ans que leur campagne sur l'abus est en cours, mais qu'elle n'a jamais pu paraître, car elle serait toujours victime de blocage, et les accusations seraient même couvertes facilement pour empêcher les investigations. Mais rappelez-vous, il y avait également le cas du majordome personnel de la reine, qui était à la tête d'un énorme trafic d'enfants alors qu'il travaillait pour la reine, et qui aurait même organisé des rencontres entre les enfants et la reine-mère. Le FBI a lui-même des images de Jeffrey Epstein et de ses amis en plein acte sexuel avec des esclaves sexuels mineurs dans sa fameuse île privée appelée l'île de l'orgie. Diana savait bien plus que certains l'auraient suspecté. Selon Mohamed Al-Fayed, Diana avait filmé des preuves de ces viols qui prenaient place au cœur même du palais de Buckingham. Diana voulait surtout révéler le secret qui se cache derrière ces viols sur mineurs et adultes. Plus tard, les victimes de Savile ont révélé la nature de ces rituels sexuels. Et encore une fois, cela parle de satanisme. The evidence was dynamite for the royal family. Diana, Prince of Wales, had kept record of all threats and bullying of Prince Philip. She had also recorded evidence of serious sexual offences which took place inside the royal household. The Queen's, present Queen's grandmother is a direct descendant from the sister of Vlad Dracul, on whom the Dracula stories are named. Diana knew this, and then I come across people like an American lady, Arizona Wilder, who again was involved in a victim of this mind control project and was used to conduct rituals for them. Under a mind controlled state, they are mind controlled to conduct these rituals in a certain way. And these were taking place on royal properties in Scotland? Yes, exactly, in Balmoral, and there's a particular place in Belgium which is known as the Mothers of Darkness Castle, which is funnily located in the same area that child murder and satanic ring was based, that came to light, clearly involving the establishment figures of Belgium, and was a massive cover-up that Princess Diana was one of the victims of mind control. Diana's role, and I'm not kidding, from birth, would have been to have been sacrificed in that place at that time. If you go back to ancient Babylon and the rituals of these people, they're fundamentally connected to the sun and the cycles of the sun. Nimrod, Baal, the sun god. And one of the key days of the year in their ritual calendar, therefore, is the summer solstice. Le satanisme est cependant connu pour être une pratique au sein de l'aristocratie d'Angleterre. Serait-ce la divulgation que voulait faire Lady Diana? Si c'était le cas, alors en effet,
elle serait devenue une grande menace. Certains chercheurs pensent même que son accident serait plutôt un meurtre ritualistique et planifié depuis longtemps. En effet, les chercheurs et les érudits en théologie disent que son accident recoupe beaucoup trop de synchronicité avec les rituels païens et un nombre alarmant de symboles occultes pour qu'il soit dû au hasard. Par exemple, prenons le lieu où s'est produit l'accident. Le pont de l'Alma. Le pont de l'Alma était autrefois un lieu de culte souterrain pour les Mérovingiens, un endroit où l'on adorait la déesse Diane. Diane est la déesse de la chasse. On l'identifie souvent au sacrifice, car elle faisait couler le sang des animaux qu'elle chassait. Elle est aussi connue pour être partie se recueillir dans la forêt, après avoir refusé l'amour. Durant leur rituel, la victime était sacrifiée à l'intérieur du temple souterrain. Encore une fois, le sang a son importance capitale, car c'est dans le sang que réside l'ADN, l'univers propre à chacun, dans lequel repose l'énergie divine. D'ailleurs, la princesse aurait été nommée spécialement pour ce sacrifice pour la déesse de la lune. Human skull bowls were fashioned from the oval upper section of a human cranium and used as a cup. This practice is performed as a ritual in some sects of Tibetan Buddhism, where blood is consumed from the decorated human skull, as the practice is also known in Hindu Tantra. Plutarch said, man was made of earth, but the power that made a human body grow was the moon. This worship provided what they called a spiritual marriage, secret occult blood rituals, which allegedly involved royalty and other initiated elite. Que vous évoque le nombre 13 ? Il est souvent associé aux films d'horreur, et pour cause. On retrouve beaucoup ce nombre dans le monde occulte. Était-ce encore une fois une coïncidence que la voiture ait percuté le 13e poteau du pont de l'Alma ? Pourquoi est-ce que l'ambulance a mis plus d'1h30 à transporter Diana à l'hôpital ? Pourquoi ont-ils attendu qu'elle soit morte à cet endroit précis avant de l'emmener ? On nous rapporte qu'elle se serait vidée de son sang avant de mourir, ce qui nous renvoie directement au sacrifice ritualistique pratiqué à cet endroit précis. Pourquoi ne pas avoir transporté Diana à l'hôpital directement, où elle aurait pu être soignée, voire même aujourd'hui encore vivante ? Non, je commence à rentrer dans le moment. Là, il y a des appels de bar. Parce que la voiture, bon, c'est vrai qu'elle arrive assez vite quand même. J'avais pas conscience, quoi. Et j'entends comme, à un moment où elle arrive à ma hauteur, j'entends comme une implosion. Et malgré mon pot d'échappement, tous les trafiquants que je vous racontais, j'ai entendu cette implosion. Et comme je venais d'avoir ma moto, je croyais que c'était la mienne. Donc qu'est-ce que je fais ? Je ralentis, je regarde si c'est ma moto qui déconne, etc. Et à ce moment-là, j'entends un grand boom. C'est la voiture qui s'était éclatée contre le poteau avant. Et donc je prends la personne qui est à l'arrière, donc pas sur le siège, mais qui est affalé contre le passager arrière, qui est accroupi sur le passager, sur le dossier du passager avant, au sol, et je la prends pour la mettre en arrière. Et à ce moment-là, la tête me tombe en arrière, et je vois du sang qui vient de son oreille et du nez. Et sur le coup, c'est marrant, je me suis dit, mais je connais cette personne. Je me souviens, il y avait pilier de dossiers d'information, vous savez, pour les papiers, etc. Et je les prends, je les jette. Et lui, le réflexe qu'il a, c'est qu'il appelle d'autres personnes pour essayer de me calmer. Mais plus on essayait de me calmer, plus je m'énervais parce que je disais, mais merde, c'est fait. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils m'ont maîtrisé. Quoi. Ils m'ont mis les menottes et ils m'ont mis dans un bureau. Attendez, on va chercher l'inspecteur qui s'occupe de ça. Et voilà. Et donc, il y a un officiel qui est venu, dont je ne dirai pas le nom. Et qui m'a dit simplement qu'il ne valait même pas que je me fasse connaître. Et c'est tout. Il m'a lancé seulement cette menace. Et moi, je ne savais pas qui c'était à ce moment-là. The information provided by Patel leads us to believe the official was Chief of Police Massoni. We put this to Mr. Massoni, but he has never responded. Et puis voilà, ils disent que ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils vous disent que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ouais.
mais exactement, ils me l'ont fait. Mais quand il vous disait c'est pas possible, il vous disait, il vous suggérait la façon dont ça avait pu se passer? Non, comme si j'étais pas là. J'avais jamais rien vu, etc. Il est certain que le destin de Diana évoque une autre facette que ce que l'on nous montre dans les films de Walt Disney. Diana voulait dénoncer ce monde de l'horreur, et bien que sous contrôle mental, elle voulait incarner le changement qu'elle voulait voir dans ce monde, et montrer l'exemple. Et pour cette même raison, elle a dû être assassinée. Let's continue. A $1 bill, and the United States being a British colony until 1776. On the front side of the bill, we see George Washington, the first US president, Freemason, and one of the founding fathers. On the back of the bill, we see a pyramid with an eye. Many recognize this image as a symbol of a secret society wanting to control the world. But few know that this is called a radiant delta, a Masonic symbol, and few know that it's the official seal of the United States of America since 1782. Yes, the eagle that you see on the bill is the front of the Great Seal, and the pyramid is the back of the official seal of the United States of America, founded by Freemasons, George Washington, Benjamin Franklin, to name only a few. Olive branch, and I think this really signifies that we're a nation first, a peace-loving nation. We were now governed by a greater, in a sense, a greater power than any king, any one ruler. We get there. Okay, well, Steve Estrada, thank you very much. 225 years young, the Great Seal of the United States, and we can check out this exhibition at the State Department, correct? Correct. Okay, have a good one, sir. Thanks. Thanks.
Centuries ago, before the so-called revolutions, the so-called change in the governance systems, and the so-called democracies, ruling families of Europe got united through consecutive marriages between themselves and finally united around the British Empire. They united around the British Empire, and here we'll see how close they are. Here we see George V with his granddaughter, the Queen Elizabeth of England. George V had a sister named Maud, who had a son who was the King of Norway, Olav V, and Olav V had a son, Harald V, the current King of Norway, cousin of Queen Elizabeth of England. Again, we see George V. George V had an uncle named Prince Arthur, who had a daughter named Margaret. Margaret had a daughter who was named Ingrid of Sweden, and Ingrid had a daughter, Margaret II, the present Queen of Denmark, cousin of Queen Elizabeth. Margaret, the cousin of George V, was also the mother of Gustav Adolf, who had a son, Charles XVI Gustav, the present King of Sweden, cousin of Queen Elizabeth. George V also had an aunt named Princess Beatrice, who had a daughter named Victoria Eugenie, who had a son, Juan of Bourbon, who was Juan Carlos' father, the King of Spain, and currently Felipe, who is the King of Spain. And as we saw at the beginning, George V had a first cousin, the Tsar of Russia. Their mothers were sisters. Alexandra of Denmark was the mother of George V, and her sister Maria was the mother of Nicholas II, the Tsar of Russia. Here we see Maria and her son Nicholas II and the 5 children of Nicholas. And George V had several sons. He had the father of Queen Elizabeth, George VI, but he also had a son named George of Kent, and the latter had a son named Prince Edward of Kent. And we'll see who is Edward of Kent. Following Grand Lodges. The Grand Lodge of New Zealand. The Grand Lodge of the State of Israel. The Grand Lodge Alpina of Switzerland. Self-evident, Brother Franklin, all men are created equal. Indeed, Brother Washington. All Freemasons meet as equals, and we have an opportunity to create a nation in the very essence of Masonic morality. With freedom and tolerance of all religions and moralities that no government can oppress. You know, I think it would be a great idea if we wore our Masonic regalia when we're putting in place the foundation stone for the Capitol building. Freedom of speech, too, and the press, the right to peaceful assembly, and... Did you say regalia? Yes. Well, it would be wonderfully symbolic, don't you think? You'll be wanting to put the all-seeing eye on our banknotes next. You think I'm taking it a bit far? Please don't...
To order, brethren, to receive the most worshipful, the Grand Master. Le contrôle des Rothschild. Liste des banques détenues et contrôlées par les Rothschild. De plus en plus de gens commencent à comprendre que 99% de la population mondiale est contrôlée par une élite du pourcentage restant. Mais qui contrôle cette élite de 1%? S'agit-il d'une simple théorie de conspiration qui attribue ce rôle à la famille Rothschild? En effet, la famille Rothschild semble littéralement tout dominer, même l'élite du 1%. Examinons donc cette affirmation à la lumière de la liste suivante. Cette liste du moins devrait être irréfutable. Elle n'énumère que les banques détenues et contrôlées par les Rothschild. Attachez vos ceintures. C'est parti.
la lumière de ces faits, on peut au moins comprendre l'affirmation selon laquelle, en coulisses, la dynastie Rothschild est sans aucun doute la famille la plus puissante de la Terre. Leur richesse estimée s'élèverait à 500 billions de dollars. Aucun être humain ne peut rationnellement comprendre ce chiffre, car 1 billion est égal à 1 million de fois 1 million. 500 billions de dollars serait alors 500 millions de fois 1 million de dollars, donc un 5 avec 14 zéros. Bien évidemment, il est impossible de prouver de manière pertinente cette somme estimée. Avec des actifs de cette ampleur, ce patrimoine se comporte comme les bas-fonds de l'océan. Il est à la hausse et à la baisse à tout moment, dans des proportions incroyables. La Federal Reserve Bank et l'Internal Revenue Service, IRS. Le fait que la US Federal Reserve Bank soit dans des mains privées est pratiquement inconnu du grand public. De même, le grand public ignore que la Fed se trouve sur un terrain qui lui appartient et qu'elle est protégée par les lois américaines. Cette société privée imprime l'argent pour le gouvernement américain, qui lui verse des intérêts pour cette faveur. La Fed est à son tour contrôlée par les dynasties Rothschild, Rockefeller et Morgan. L'ensemble des États-Unis est donc endetté envers la Fed. En outre, la plupart des personnes vivant aux États-Unis n'ont aucune idée que l'Internal Revenue Service, IRS, est une autorité étrangère. Plus précisément, l'IRS est une société étrangère privée du Fonds monétaire international, FMI, et elle est l'armée privée de la Federal Reserve Bank, Fed. Son objectif principal est de garantir que les Américains payent leurs impôts et soient tous de bons petits esclaves. En 1835, le président américain Andrew Jackson a déclaré son mépris pour les banquiers internationaux. « Vous êtes une fosse pleine de serpents et de voleurs. J'ai décidé de vous exterminer. Par Dieu Tout-Puissant, je vais vous exterminer. » Si seulement les gens comprenaient l'injustice abominable de notre système monétaire et bancaire, nous aurions une révolution avant demain matin. Il s'en est suivi une tentative ratée d'attentat contre le président Jackson. Jackson avait dit à son vice-président, Martin Van Buren, « La banque, M. Van Buren, essaie de me tuer. » Ce sera le prélude d'une série d'intrigues qui marqueront la Maison-Blanche pendant encore des décennies. Les présidents américains Lincoln et John F. Kennedy ont tous deux été assassinés dans leur tentative de libérer le pays des banksters. Les mégabanques du monde. Il y a deux mégabanques qui offrent des prêts à tous les pays du monde. La Banque mondiale et le FMI. La première est détenue conjointement par les plus grandes familles de banquiers du monde, les Rothschild en tête, tandis que la seconde est entièrement détenue par les Rothschild. Ces deux mégabanques offrent des prêts aux pays en voie de développement et utilisent leur taux d'intérêt presque impossible à rembourser pour s'emparer de la prospérité réelle, les terres et les métaux précieux. Mais ce n'est pas tout. Une partie importante de leur plan est aussi d'exploiter les ressources naturelles d'un pays, comme le pétrole ou le gaz, avec l'aide des sociétés qui leur appartiennent en secret, de les raffiner et de les revendre au même pays, en générant d'énormes profits. Mais pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière optimale, elles ont besoin d'une infrastructure solide, qui manque généralement dans les pays dits en développement. Ainsi, les banksters, qui offrent même des prêts presque impossibles à rembourser, s'assurent à l'avance que la majeure partie de l'argent soit investie, vous l'avez deviné, dans des infrastructures. Ces négociations sont menées par des tueurs économiques, qui réussissent en payant à ceux qui peuvent vendre leurs terres une jolie rétribution, c'est-à-dire un pot de vin, ou sinon en les menaçant de mort. Pour plus d'informations à ce sujet, on peut lire le livre Bekenntnisse eines Ökonomie-Kitman
en français les aveux d'un tueur économique. L'une des banques qui contrôle tout, la Banque des règlements internationaux, BRI, dont le siège est à Bâle, est manifestement contrôlée par les Rothschild. Et son surnom est la Tour de Bâle. Le vrai pouvoir des Rothschild va bien au-delà de l'empire bancaire. Si vous n'avez pas encore été étonné par la puissance des Rothschild, et vous l'êtes certainement, veuillez noter qu'ils sont derrière toutes les guerres depuis Napoléon. C'est le cas depuis qu'ils ont découvert à quel point il est rentable de financer les deux parties d'une guerre, et depuis lors, ils le font tout le temps. En 1849, Gutle Schnapper, épouse de Mayer Amschel Rothschild. Si mes fils ne voulaient pas de guerre, il n'y en aurait pas. Le monde est donc en guerre parce que c'est très profitable pour les Rothschild et les banksters leur alliés parasites. Et tant que nous continuerons à utiliser leur argent, le monde ne vivra jamais en paix. Il est important de noter dans ce contexte qu'il s'agit d'une société secrète sectaire et non d'une conspiration juive, comme beaucoup le pensent et se laissent conduire à la discrimination raciale. Même si ces banksters se disent juifs, ils ne le sont pas. Car le vrai juif n'a pas le droit de revendiquer des intérêts, selon Genèse 25, verset 37. Tu ne lui donneras pas ton argent contre des intérêts, et tu ne lui donneras pas ta nourriture contre un supplément. Il est choquant pour beaucoup de découvrir que les États-Unis d'Amérique sont une société dominée par des étrangers. Son nom d'origine était Virginia Company et elle appartenait à la couronne britannique. Cependant, il ne faut pas confondre la couronne britannique avec la reine, qui n'a en grande partie que des pouvoirs cérémoniels. La couronne britannique a transféré la société au Vatican, qui lui a restitué les droits d'exploitation. Les présidents américains sont devenus directeurs généraux et leur rôle est de collecter des fonds pour la couronne britannique et le Vatican, qui perçoivent leur part des bénéfices chaque année. La couronne britannique gouverne secrètement le monde à partir d'un État indépendant et souverain de 2,9 km², connu sous le nom de City of London. Cette autre couronne est constituée d'un comité de 12 banques dirigées par la Banque d'Angleterre. Devinez qui contrôle la Banque d'Angleterre? Oui, exact, les Rothschild. En 1815, Nathan Mayer Rothschild fit la déclaration suivante. Je ne me préoccupe pas de savoir quelle marionnette est placée sur le trône d'Angleterre, le royaume où le soleil ne se couche jamais. L'homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l'Empire britannique. Et je contrôle la masse monétaire britannique. Ce n'est donc pas une simple théorie de conspiration, mais la maison Rothschild se trouve en fait au sommet de la pyramide du pouvoir. Si l'on fait des recherches approfondies, on découvre qu'ils sont le cerveau du nouvel ordre mondial et qu'ils dominent complètement d'un agenda mondial. Ils sont derrière l'Union européenne et l'euro, et ils sont derrière l'idée de l'Union nord-américaine et de la monnaie améro. Ils contrôlent tous les services secrets du monde et leur armée privée est l'OTAN.
Au Natural History Museum à Londres est conservée la plus remarquable des collections de puces au monde, la collection Rothschild. En 1902, le Daily Express titrait 10 000 puces pour Lord Rothschild et ce n'était qu'un début. Aujourd'hui, 270 000 puces les plus diverses sont ici répertoriées, depuis la première collectionnée par les pionniers Charles Rothschild et Carl Jordan, en passant par la plus petite appelée la Chic, à peine 1 millimètre, jusqu'à la plus grande, une puce d'Australie de plus de 8 mm. Miriam Rothschild est considérée par la communauté scientifique internationale comme la référence des experts en puces. J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre de mon père. Bien qu'il fût à la tête de la banque Rothschild, c'était un entomologiste de première classe. Et puis mon oncle était un remarquable zoologiste. Alors même si d'une certaine façon j'étais autodidacte et que la nature était ma passion, je dois beaucoup à mes parents et à ma famille. En tout, plusieurs centaines d'espèces de puces furent découvertes par les Rothschild et Carl Jordan. C'est au cours d'une de ses nombreuses expéditions en Égypte que Lord Rothschild découvrit la puce responsable de la peste, qu'il dénommera Xenopsylla Khéopis, en l'honneur de la pyramide de Khéops. Miriam Rothschild éditera plusieurs centaines de planches anatomiques, ainsi que 8 ouvrages représentant ses 40 ans de recherche. Dans les années 50, mes enfants étaient jeunes et allaient à l'école. On les renvoyait souvent à la maison soupçonnés de porter une maladie infectieuse appelée la varicelle. En réalité, ils étaient mordus par mes puces expérimentales qui s'étaient échappées du labo.